Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hoop Culture. Nous sommes ravis de vous retrouver. Nouvelle semaine de playoff qui est passée, nouvelle semaine tout court. On est dimanche et moi, tous les dimanches, en attendant mon poulet et mes frites, je retrouve le cœur du poulet, c'est-à-dire Théophile Messer. Comment vas-tu, mon ami? C'est un enchantement renouvelé chaque semaine. Avec un lancement comme ça ne peut qu'aller très bien. Comme on n'arrête pas de le dire, c'est les playoffs. C'est un kiff pas possible. Franchement, ces playoffs sont totalement dingues. Alors, j'arrive pas à savoir si tous les ans, on se dit que c'est les playoffs les plus fous qu'on ait vus. Cette année, c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment du lourd. Vous allez voir, on va détailler tout de suite. Voilà. C'est pas un spoiler, vous savez, on enregistre le jeudi midi. On est encore tous les deux sous le choc du match qui a eu le mercredi soir. Je vais laisser Pierre Armand nous faire le lancement là-dessus. Mais du coup, on est plein d'émotions. J'ai encore des marques de mes propres mains autour de mon cou, puisque si vous vous rappelez de la timeline, c'était donc le Game 1 entre New York et Indiana. Et, euh, et voilà, cette espèce de grande machine à laver, ce roller coaster. J'ai éteint le match. J'ai la chance et le bonheur ultime de ne pas être supporter à la mort d'une de ces deux équipes, donc ce qui m'a permis de passer quand même une bonne matinée, une bonne journée. Mais je me mets à la place des fans des Knicks, par exemple, mais des fans des Pacers. Mais merci le basketball de nous donner des émotions comme ça. On se dit qu'on a le meilleur sport du monde. Et puis cette équipe d'Indiana qui alors on était à 1 sur 1100 sur le fait de pouvoir remonter 7 points en moins de 40 secondes. Et maintenant on est à 1 sur 1450 sur le fait d'en ramener. Enfin, bientôt, il restera 40 secondes, les Pacers seront à moins 30 et on sera comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est tellement, tout devient complètement irréel et irrationnel parce que finalement, on en parlait un petit peu avant de lancer l'émission, Théo, enfin, 9 matchs sur 10, il y a cet écart à moins d'une minute de la fin. Bon, on éteint, ou alors avec notre petit doigt, on avance le point sur la timeline pour voir s'il n'y a pas une bagarre à la fin ou une faute technique ou une faute flagrante à commenter. Et finalement, non. Enfin, ça revient à moins 11, ce qui est énorme encore comme écart vu le temps qui reste. Et tu te dis, putain, ils vont le faire. Encore une fois. Enfin, c'est le truc, c'est le encore une fois. C'est euh, le Chat et Antoine, qui sont fans de foot aussi, pourraient le dire. C'est ni plus ni moins que la campagne du Real Madrid il y a quelques années en Ligue des Champions où il leur faut marquer 3 buts en 2 minutes parce que sinon c'est terminé. Et à chaque fois, ils arrivaient à retourner des situations mais perdues, mais improbables. Et là, alors au moment où vous verrez ce podcast, le match 2 aura eu lieu. Donc on va pas faire de pronostic ou de se dire qu'il vaut mieux prendre le match 2. Mais alors, l'ascenseur émotionnel, ne serait-ce que d'Indiana, quand en fait, on leur dit que c'est juste 2 points, que c'était un peu une Kevin Durant avec le bout de la chaussure de Tyrese Haliburton qui touche la ligne, se remettre dedans en se disant non, 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 les gars, on n'a pas gagné, il nous reste 5 minutes. Les autres en face, moi je serais parti. Moi je suis le joueur de New York. Il serait Je parti dis, carrément. je dis, vous savez quoi? Non, mais donnez-lui. C'est comme tu joues au golf, des fois, tu as, la balle qui est très proche du trou et il y a une unwritten rule, comme on dit, tu vois, qui dit bon, bah, tu donnes pas quand tu joues en pro, bien sûr, quand tu joues en amateur, la balle est très proche du trou et il reste un putt de quelques centimètres à faire. Tu donnes à ton adversaire en disant non, c'est bon, on te dispense de le faire. On l'aurait dispensé, j'aurais dit c'est mérité. Ce shoot, il aurait dû être à 3 points de toute façon. C'est ce qu'il voulait faire. Donc donnez-lui le match. Nous, on rentre chez nous. Je suis très énervé, je suis très fâché. Je suis gâché. Il fait un froid de canard dans cette salle. Et je sais pas si tu si as regardé le match de manière attentive ou avec le son. Ouais, quand il y a encore plus un, je crois, ou plus deux, le silence dans la salle sur les lancers francs qui sont shootés par, genre, je sais plus c'est Anunoby, C'est je crois, qui. Oji Anunoby, ouais, les Ouais, derniers, ouais. ouais. Mais le silence dans la salle, t'entendais quelqu'un éternuer. C'était fou. C'était fou. J'ai jamais entendu le Garden comme ça. Et bon. Ouais, d'autant qu'au début du match, il y a une ambiance de folie, quoi. Le feu tout le long. T'as l'impression d'être dans la salle, mais vraiment, grosse ambiance. Les Pacers, j'ai l'impression que c'est le sparadrap du capitaine Haddock, là. Chaque fois que tu crois que tu en es débarrassé, non, ils sont encore à un autre endroit. Et ce qui est, alors, vous en saurez forcément plus que nous, parce que comme le disait Pierre Armand, là, on enregistre juste après le Game 1. Mais ce qui est dingue, c'est que les Knicks ont le mental aussi pour faire ça. Donc,
cette série, je sais pas du tout où elle va aller, mais elle va laisser des traces psychologiques profondes chez des joueurs, des équipes, des coaching staff, des fanbases. Ça va être, ouais, ça va être terrible. Moi, je vais te dire, c'est beaucoup pire que le capitaine Haddock. Et vous allez tous dire, mais comment il peut dire ça? Mais tous les gars qui sont là vont me comprendre. C'est la crotte de nez dans la voiture. Tu es obligé d'ouvrir la fenêtre, d'ouvrir la fenêtre pour, espérant qu'elle s'en aille. Elle est comme ça, sur ton doigt, comme ça. Et c'est ça les Pacers. C'est-à-dire, tu ne sais pas dans combien de kilomètres ils vont te lâcher. Voilà. C'est la crotte de nez de la voiture pendant que tu conduis. C'est horrible. Je sais pas. Ça doit être terrible. Et, et en fait, ils vont avoir un ascendant psychologique colossal sur tous les gens avec qui ils jouent, qui se disent, c'est jamais. Enfin, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, maintenant, on a Aaron Nesmith qui est le plus grand shooter de tous les temps, on peut le dire. Hein. Steph, tu peux prendre ta retraite tranquille. Comme disait le gars, là, je sais plus comment il s'appelle, c'est qui avait dit à LeBron, We good, we good, you can go. We good now. Voilà, comme ça, bah, Steph, c'est pareil, tu peux voir dire. Enfin, le degré de confiance d'une équipe pour tout filer à Aaron Nesmith qui prend un coup de chaud et ça continue, des shoots compliqués. Moi, je suis admiratif. Et je me demande dans quelle mesure je vais te poser la question tout de suite, on va prendre un peu d'avance par rapport à ce qu'on va faire. Dans quelle mesure ce match-là euh, peut supplanter les performances historiques et mythiques de Reggie Miller dans cette même salle? Parce qu'évidemment, ça se passe à Indianapolis, c'est pas la même, tu vois. Oui, bien sûr. Ouais, le stage est beaucoup trop grand pour faire un truc comme ça, ce qui rend la chose encore plus belle. Dans quelle mesure c'est dans l'imaginaire, enfin, le Mont Rushmore des Pacers, ça passe pas peut-être même numéro un, parce que. Bah en fait, je pense que ça va vraiment dépendre de l'issue de la série, quoi. Si les Indiana Pacers vont en finale NBA, bah tout de suite, ce match va prendre une dimension historique complètement folle. Là, pour l'instant, je pense que c'est trop tôt pour le savoir. Mais on parlait d'Ali Burton. Je sais que c'est un joueur clivant, c'est un joueur qui agace, qui a été élu. Alors, ça fait très peu de personnes au bout du compte, mais parmi ses pairs, il a été élu joueur le plus surcoté de la ligue. Je pense que c'est pas du tout le cas. Il n'est pas surcoté. Moi-même, je reconnais être parfois agacé et parfois avoir du mal à saisir quel est son niveau. Son vrai niveau, quoi. Tu sais, même parmi les stars, les All-Stars, il y a différentes. Il y a une hiérarchie. Mais ce que je reconnais, c'est qu'il a un sens du moment, quand même. Parce que sur le panier qui arrache la prolongation, là, qui aurait pu être le game winner, ça se joue à 2 cm en gros. Le fait d'avoir la présence d'esprit dans la foulée, tu sais, de faire le choke sign, de pointer vers Reggie Miller, sachant l'historique qu'il y a entre ces deux franchises, le fait de gagner au buzzer comme ça à New York en ayant fait un comeback dingue comme celui de Reggie à l'époque, je trouve ça assez impressionnant. Franchement, je trouve ça impressionnant d'avoir la présence d'esprit, d'être à ce point dans le moment sportif, focalisé de manière à mettre le tir, même regarder le chrono. Parce qu'en fait, ce qui est fou sur l'action, c'est il va vers le cercle et tu le vois lever le regard. Il voit le chrono, il voit qu'il a le temps de reculer pour prendre le tir à 3 points, fait demi-tour, prendre le tir à 3 points, mettre le tir à 3 points, ça monte jusque dans les cintres, ça retombe dedans, et derrière d'enchaîner avec le choke sign, je trouve ça assez dingue, quoi. Ce qui est hyper risqué, parce que si tu regardes bien l'action, au moment où il recule, t'as un gars qui coupe vers le cercle et Ouais. seul, il peut lui donner pour égaliser, mais il veut la gagne. Ah, c'est ça qui est. Finalement, New York, là, entre lui et Trae Young, entre Haliburton et Trae Young, ils ont deux gars qui leur rongent les mollets, pour pas dire autre chose, de grande qualité. Mais, et donc, on en vient, alors, cette longue introduction pour en arriver à notre thème du jour. Vous l'avez vu, on a appelé cette émission débriefing ou débrief. Parce qu'on a vu pas mal de choses ces derniers temps, écouté pas mal de choses dont on avait envie de parler. On a vu des documentaires et une interview récemment chez nos confrères de All the Smoke. Et justement, on va commencer avec ça, de celle de Reggie Miller, qui est une interview fleuve qui dure presque 2 heures, ce qui est très rare pour une émission de radio comme ça. De radio, enfin, moi je l'ai écouté surtout, j'en ai regardé quelques éléments après parce que je voulais le voir dans l'émotion qu'il présentait. Et donc, ce Reggie Miller qu'on voit là, alors l'émission a eu lieu il y a 3 semaines, donc on n'était pas encore du tout dans l'émotion de cette série.
Mais Reggie Miller qu'on voit, alors il y a des montages qui font qu'on voit Haliburton faire le choke sign et Reggie Miller le pointer, juste pour remettre dans le... Il ne le pointe pas au moment où il fait le choke sign, il le pointe au moment où, à la fin du match. Quand le match est terminé, que les Pacers ont gagné, que Haliburton a trollé, mais en plus, toi, t'as pas vu la fin, mais alors, je te le spoil pas vraiment, mais il reste deux dixièmes à jouer et remise en jeu pour les Pacers. Et Haliburton, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la balle. Comme quand tu fais un check, il la donne dans les mains de Karl Anthony Ah, Towns. si, j'ai vu, bien sûr. Ouais. Je parlais de l'instant, mais ça, c'est pas un troll, ça. C'est un Tu troll l'as vu, multi. ça, là, voilà. Et c'est pas si étonnant parce que tu sais, il est fan de catch. Il est fan de catch, Tyrese Haliburton, et dans le catch, il y a ces personnages qui sont, alors je suis pas du tout un expert, mais qui sont les heels. En gros, c'est, voilà, tout est écrit à l'avance, donc il y en a qui, tu dois faire le méchant, mais le méchant détestable est tellement détestable que tu vas à la fois avoir des gens qui vont t'adorer tellement t'es détestable, et en même temps te faire détester par les autres fans. Et j'ai l'impression qu'il a vraiment saisi ça, Tyrese Haliburton, et que ça lui va très bien, quoi. Tu sais, à une période où on a beaucoup moqué ce pauvre Jason Tatum d'avoir essayé alors, on a été très dur parce qu'on dit qu'il a singé le What are you gonna say now de l'un ou le Anything's Possible. On a Tyrese Haliburton cette année qui a repris les deux gestes certainement les plus controversés de l'histoire de la Ligue et les plus sûrement ceux qui prennent les plus grosses amendes en les prenant à son compte, en les rendant ultra clutch et ultra cool en faisant le choke sign et en s'attrapant les baloches à la Sam Cassell. Il fait tout ça à 15 semaines, à 2 semaines d'intervalle. Mais quel génie! Mais c'est deux images qui vont sur un t-shirt, quoi. Donc, et à aucun moment hier, quand il fait ça, il a l'air nul, ou tu vois, ou c'est cringe, comme t'aimes le dire en ce moment. Et pareil, quand il s'attrape. Tout ça dans la même campagne, arriver à reprendre ces deux célébrations, personne n'a le droit de faire ça normalement. C'est totalement tellement mythique, on n'a pas le droit de toucher à ces trucs-là. Moi, il le fait, aucun problème. Et je pense que, comme tu dis, les deux, ils savaient très bien qu'il allait les faire. Et bravo. Ah, c'est magnifique. Et d'ailleurs, sur ces célébrations-là, d'une, faut arrêter avec les amendes pour ces gestes-là. De deux, Ouais. par contre, moi, je suis pour qu'on mette des amendes, voire des fautes techniques. Pour tous les mecs qui font les célébrations après avoir mis leur premier panier du match, tu sais, il y a 2-2 dans le premier carton, t'es Et tu là à fais, faire des signes de machin et tout, à flex parce que t'as mis un layup, ou les signes à 3 points, là, que ça soit ceux de Michael Bridges ou de Karl Anthony Towns en l'occurrence. Ça, franchement, l'arbitre, là, il devrait mettre technique tout de suite. La prochaine fois, c'est dehors. Ça, c'est interdit avant le quatrième carton ou d'avoir mis des paniers qui comptent. C'est juste pas possible, quoi. voilà, mais bon, la photo qui est prise un peu en hauteur, où on voit Jalen Brunson derrière le panier, les Ouais, mains sur l'épaule, et l'autre comme ça, c'est incroyable. extraordinaire. C'est une photo incroyable. Donc, Ouais. merci de nous offrir ces moments. Merci au basketball de nous offrir ces moments. Et merci à Old Smoke de nous avoir offert donc, cette interview de Reggie Miller, qui est, je pense, Théo, je ne sais pas ce que tu en penses, on parlait du documentaire sur les Celtics, qui est certainement un des meilleurs qu'on ait vu sur le sport, outre The Last Dance, bien sûr, et peut-être d'autres qui vous ont touché, mais en tout cas, nous, ça nous a beaucoup plu parce qu'il y avait une autre dimension, pas uniquement sportive. Mais cette interview de Reggie Miller, je l'ai trouvée en tout point remarquable parce que je pense que j'avais l'impression d'être dans un salon avec lui, parce que oui, à la question près, c'est exactement ce que j'aurais aimé lui demander, tu vois. Et il y répond sans aucun phare. Alors, si vous l'écoutez, vous allez entendre du Come on, man, à peu près 200 fois. Mais même si vous n'êtes pas totalement à l'aise avec l'anglais au point d'écouter quelque chose comme ça, vous pouvez parce qu'il s'exprime dans des mots très simples, dans un anglais parfaitement intelligible. Et c'est, Théo, on peut le dire, moi, j'ai trouvé que c'était très émouvant et surtout passionnant. Ouais, carrément. Mais en fait, surtout, c'est alors pour donner le contexte, ce podcast-là, All the Smoke, c'est le podcast pardon, qui est animé par Matt Barnes et Stephen Jackson. Donc Stephen Jackson, ancien coéquipier de Reggie Miller à Indiana. Et ce qui m'a étonné, en fait, c'est là où ce à quoi je m'attendais pas du tout, et je pense que Reggie Miller non plus, c'est que ça ouvre la première question tout de suite que lui pose. Enfin, c'est même pas une question en fait. Stephen Jackson commence, première chose, par s'excuser auprès de Reggie Miller pour la baston à Détroit.
Voilà, il dit, en gros, il dit, bah nous, on savait pourquoi on jouait cette année, on jouait pour nous, mais surtout on jouait pour toi, Reggie, parce que on voulait que tu aies une bague. C'était encore une fois, hein, cette équipe des Pacers, je pense qu'elle était vraiment armée pour aller au moins en finale NBA, voire peut-être pour aller prendre le titre. Et de manière hyper étonnante, Reggie Miller est tout de suite bouffé par l'émotion. Vraiment, larme à l'œil, la gorge qui se serre. Euh, il a des mots très sympas pour Stephen Jackson en disant qu'il n'a pas à s'excuser auprès de lui, que c'est ça quand tu es une équipe. Enfin, il y a tout un échange entre eux sur la valeur de l'équipe, le fait d'être là les uns pour les autres. Et enfin, Reggie Miller, c'est un joueur qui a toujours joué avec ses émotions, mais toujours en se motivant. Voilà, c'est pas un joueur qui se cachait, mais moi, je l'avais jamais vu comme ça, touché par l'émotion. Et il y a un autre moment, un peu plus tard, bon, on pourrait y revenir, encore plus anodin, où il se met à parler de sa sœur. Même pas en Il plus, dit, ouais, c'est même pas, il dit le prénom et il ouais. craque. Et il craque et il dit, ouais, vous savez pas ce que c'est. Moi, j'ai grandi chez moi, enfin, j'ai grandi avec la meilleure joueuse enfin, la meilleure basketteuse de l'histoire. Combien de personnes peuvent se targuer d'avoir grandi avec quelqu'un qui était le meilleur de quoi que ce soit? Et là, c'est même pas, voilà, c'est limite, t'avais l'impression qu'elle était, enfin, qui rendait hommage à quelqu'un qui avait disparu, quoi. Mm. Et donc, en fait, le début là sur Melissa de Palace, là, je trouve que ça lance tout de suite le podcast parce que tout de suite, Reggie Miller se livre. Et derrière, c'est ce que tu disais, pendant presque 2 heures, il se livre sans tabou. Vraiment, sa manière de voir les joueurs, sa manière de voir les événements, je l'ai trouvé hyper candide. Et c'est vrai que c'est un entretien qui est assez extraordinaire. Si ça te gêne pas, on va reprendre un peu le Bien déroulé, sûr. parce qu'il y a plusieurs chapitres de ça, et je voulais te faire réagir sur certaines choses. Il y a un fil rouge qui est là tout le long, et je trouve qu'il y a peu de joueurs qui ont la capacité, comme Reggie Miller, de parler du crépuscule comme ça des athlètes. Le nombre de fois où il dit, il y a un mot qu'il emploie tout le temps, c'est les super pouvoirs. C'est-à-dire du moment où quand tu es basketteur, tu les as. Et qu'est-ce qui se passe finalement quand tu les as plus? Parce que tu t'arrêtes pas tout de suite finalement de jouer. Tu continues à jouer. Et il le dit au début sur l'histoire de Maïs à De Palace. Il a plus ses super pouvoirs dans cette équipe. Donc il est là en tant que plus ou moins vétéran. Et il y a cette ligne de crête de permanence où il explique ce que c'est d'avoir ses super pouvoirs et de jouer donc euh, pour les autres et de jouer finalement avec les autres. Et on voit Stephen Jackson dit tout de suite, nous on voulait gagner pour toi, etc. Et il y a un point très important, et ça fait partie des premiers termes qu'il aborde, c'est le mot vétéran. Et il se désole un petit peu qu'aujourd'hui dans la Ligue, il y ait plus ce vrai concept de vétéran. Alors lui, il le met en parallèle avec la différence d'impact physique qu'il peut y avoir dans la Ligue. Attention, quand je dis impact physique, je fais bien la différence avec le côté athlétique. Hein. Il y a deux choses. L'impact physique, c'est-à-dire la maillotche, hein, ce qui se passait à l'époque où il jouait, cette incapacité à se démarquer, voilà, cet impact physique comme on le connaît, sans rentrer dans les bad boys, mais comme on a toujours dit, c'était plus physique à l'époque. Euh, et du coup, l'importance à l'époque du vétéran, lui, il parle d'un joueur qui s'appelait John Long, hein, qui était là depuis des années, presque 18 ans dans la ligue quand il arrive aux Pacers, et la manière dont cette personne lui a expliqué l'importance d'étudier les joueurs, de faire de la vidéo, mais tout le temps de la vidéo, de faire du scouting report en permanence, et même psychologiquement parlant, pour travailler parce que John Long avait bien compris que l'autre, il avait un wawa grand ouvert, et que s'il voulait travailler son trash talk et en faire un art, ben, il fallait savoir à qui parler et de quoi il fallait leur parler. Mais il parle fort justement en disant que le génie d'un gars comme Pat Riley, par exemple à Miami, c'est d'avoir laissé Udonis Haslem, qui avait peut-être joué 22 minutes sur ses 100 derniers matchs, mais qui faisait la glu dans le vestiaire. Et lui, cette histoire de tenir son vestiaire, c'est important. Il le dit à Stephen Jackson, il le dit, tu n'as pas à monter dans la tribune, dans l'absolu, bien sûr, mais tu vas défendre ton équipier. Qu'est-ce qui se passe si tu n'y vas pas? Comment va réagir le vestiaire derrière si tu n'y vas pas? Si tu l'as regardé et que tu l'as laissé se faire, parce qu'il allait se faire éclater la tête. Donc cette notion de manque de physicalité au sens brutal, entre guillemets, hein, pas brut épaisse, mais au sens sport de contact qu'il est moins aujourd'hui, et donc de l'absence de vétérans, est déjà pour lui un élément aujourd'hui fondamental du changement qu'il peut y avoir et des mentalités dans la Ligue.
Ce côté, on est plus amis, on est moins ennemis. Euh, la rivalité entre New York et Indiana le montre de toute façon, quoi qu'il arrive. Là, aujourd'hui, c'est pas deux villes qui sont les uns contre les autres. Ça va être un tel contre un tel, à la limite, un Rudy Gobert contre un Draymond Green. Et encore, c'est même pas sûr. Mais moi, je voulais savoir ce que tu avais. Puisque nous, on est de la même génération, on a vu la ligue évoluer d'une certaine manière. Et en effet, moi, je suis pas ceux qui regrettent c'était mieux avant et tout, parce que les gars à l'entraînement qui te disent ah ben on joue comme avant, on va jouer comme ça, ben on va jouer comme ça. Non, tu sais pas jouer comme ça. Personne sait jouer comme ça, personne n'a envie de jouer comme ça, donc c'est pas la peine de le faire. Mais qu'est-ce que tu en penses toi justement? C'est l'importance du vétéran, du vet comme ils disent, dans une franchise encore aujourd'hui en 2025. Est-ce que ça existe encore ou est-ce que ça devrait revenir peut-être pour aider les plus jeunes? Si, ben, je pense que c'est essentiel. Et quand on regarde les franchises qui sont bien gérées, il y en a tout le temps. C'est marrant, tu parles de Udonis Haslem. Et dans le même temps, dans le MOOC spécial Miami, il y a un papier vraiment intéressant sur Brian Grant. Et dans Mhm. lequel Udonis Haslem raconte heureusement que j'avais Brian Grant qui m'a pris sous son aile pour me montrer les ficelles du métier. Et cette espèce de passation du côté tu vois, des anciens Sonics et puis du Thunder, si tu demandes à Russell Westbrook et à Kevin Durant, ou même sans doute peut-être à James Harden, ils te diront l'importance d'un mec comme Nick Collison, qui est resté super longtemps au sein de l'effectif pour faire ça. Un mec comme Chris Dudley a joué longtemps, hein. C'était pas pour ses performances sur le terrain, c'était parce que le coaching staff savait qu'en lui, il y avait quelqu'un qui allait pouvoir encadrer les autres. Je pourrais citer même Ronny Turiaf aussi, qui a joué longtemps pour des raisons similaires. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Et qu'on retrouve souvent dans les bonnes franchises. Et quand tu vois les franchises, il y avait récemment la dernière loterie, des équipes comme les Cavs, par exemple, de l'époque où ils ont enchaîné les premiers choix de draft, où ils ont récupéré des Kyrie Irving, Anthony Bennett, etc. Ils ont rien fait de ces joueurs-là. Alors Kyrie Irving est devenu Kyrie Irving par la suite, mais il a fallu quand même que LeBron vienne, qu'il y ait tout un tas de choses autour. Tu regardes, il n'y avait personne dans les vestiaires pour encadrer ces mecs-là. Si tu regardes Charlotte, tu dis mais c'est qui les vétérans à Charlotte ces dernières années? En fait, ça, je pense que c'est vraiment essentiel. C'est vraiment essentiel et j'ai envie de dire c'est pas tant pour comment dire, pas tant pour la performance du moment, mais quand même pour aider de très jeunes athlètes qui se retrouvent avec une vie qui a basculé du tout au tout en termes de notoriété, en termes de l'argent que tu as dans les poches, de rythme de vie, du nombre de gens qui vont essayer de s'agglutiner autour de toi. Pour qu'ils puissent se développer de la meilleure manière possible. Alors ça ne veut pas dire qu'avoir des vétérans, ça suffit. Il faut aussi que des jeunes athlètes aient la capacité de percevoir en fait ce que ces adultes entre guillemets peuvent leur apporter. Mais oui, ça, je pense que c'est très vrai sur l'aspect le côté physique. Bon, le basket est plus le même en fait. Tu vois, c'est pas si important. J'ai envie de dire, c'est plus sur le quotidien. Qu'est-ce que ça représente de vouloir rester parmi les 450 meilleurs joueurs du monde? Tu sais, il y a... comment Jalen Rose racontait... il avait cette formule que je trouve assez juste. Il disait, de toute façon, quand tu es un joueur NBA, le meilleur compliment qu'on puisse te faire, c'est de dire de toi que tu es un vétéran. Parce que ça veut dire que tu as joué suffisamment, tu as su rester suffisamment longtemps dans cette ligue pour qu'on puisse t'appeler, te qualifier de la sorte. Et c'est vrai, quoi. Et quand on voit le nombre de mecs ultra talentueux qui ont fait des passages éclairs dans la ligue, certains, c'est parce que finalement, ils n'ont pas su réaliser tout le potentiel qu'on voyait en eux. Et d'autres, c'est parce que quand tu creuses un peu, tu te rends compte qu'ils n'ont jamais saisi ce truc-là, quoi, de rigueur, de ce que quand l'entraînement se termine, bah, il se termine pour l'équipe, mais il se termine pas pour toi si tu veux vraiment cimenter ta place. Reggie Miller en parlait de ça. Tu dois arriver avant et puis l'entraînement se termine. Derrière, tu as encore au moins 45 minutes à faire du shoot ou à travailler sur ton jeu si tu veux rester là. Et ça, c'est quelque chose clairement que Reggie Miller a compris vite. Et puis, il a été bien épaulé, quoi, manifestement. Oui, puis quand on dit vétéran, attention, hein, vous avez bien compris, c'est pas c'est pas parce qu'on a joué 15 ans dans la ligue qu'on est un vétéran au sens l'entend Reggie Miller. Reggie Miller, lui, il veut des gens, limite, tu t'assois au coin du feu, papier, raconte-moi comment c'était la guerre. C'était presque ça. T'as raison de parler de Chris Dudley. Il y en avait un autre, j'ai complètement oublié son nom, qui jouait aux Bulls en 95-96. Jack Haley, non, c'était pas ça? Si, qui s'occupait, c'était la nounou de Dennis Rodman. De Rodman, mais tu vois, par Ouais. exemple, pour revenir aujourd'hui, des Jordan à Denver, je pense, apporte bien plus à Bien sûr. à un Christian Brown. Mike Conley doit énormément Mm. apporter
à un Anthony Edwards, comme Chris Paul, à tous les joueurs avec qui il a joué. C'est sûr qu'il vaut mieux que ton vétéran, ce soit Chris Paul que Nick Young, hein, je pense. Ça, c'est clair. Je pense. Donc, voilà, donc c'est très important. Alors, en plus, Reggie Miller, il a une particularité, c'est qu'il était donc fils de militaire, donc ils ont pas mal bougé. Et puis, il avait fait la fac de UCLA. Et à UCLA, on était dans une ville plutôt sympathique, où on jouait sur des beaux playgrounds, et où l'été, les Lakers organisaient des sortes de summer camp, où on se retrouve, ils jouaient, ils s'entraînaient contre les équipes A et B du UCLA, contre des sélections de pros. Donc lui, l'été, pendant ces 4 années, là, dans son cursus, il regardait ses idoles, il jouait contre les Cooper, les Kurt Rambis et C. Green, etc. Il voyait comment pouvait réagir un Larry Bird qui était invité au camp pour jouer l'été. Donc ça a été un accélérateur de particules d'apprentissage qui a été évidemment colossal. Ouais, bah, c'est le moyen aussi de pouvoir s'étalonner un petit peu, voir où on se situe par rapport à ces joueurs qu'on a envie de croiser plus tard. De la même manière, à Chicago, tu sais, il y avait le fameux hoop de gym, je crois, ou un truc comme ça, où s'entraînait Jordan l'été, où il y avait des joueurs pros, mais aussi des jeunes, des gars comme Quentin Richardson ou Darius Miles, qui étaient encore au lycée ou à la fac. On parle assez bien de ces fameux matchs, voilà, pick-up, où tu pouvais jouer face à des pros, voir un petit peu où tu te situais. Effectivement, c'est essentiel, et c'était aussi, il faut dire, une époque où être rookie te garantissait rien en fait. Tu pouvais être premier choix de la draft, tu étais avant tout un rookie, et il y avait quand même cette espèce de principe de rite de passage. Alors bon, parfois de manière un peu absurde, hein, je suis pas du tout pour le bizutage, et tu vois les trucs où faut que tu portes t'apportes les donuts, tu portes les sacs de sport, bon tu dis c'est un petit peu absurde, mais quelque part derrière il y avait quand même ce côté, c'est pas parce que tu arrives auréolé d'une belle carrière universitaire ou quoi que ce soit que tu vas te faire une place facilement, et c'est quand même aussi espèce une façon de te préparer pour la suite de ta carrière, où c'est tellement dur de rester en NBA que rien ne t'est jamais donné quelque part. Et ces étés-là, j'imagine que ça te donne une confiance en toi en plus qui est colossale. Tu vois, quand on parle de joueurs qui sont pas NBA ready, j'imagine que mec comme Reggie Miller qui arrive, même s'il avait un physique un peu atypique, quand il est arrivé dans la ligue, à force d'avoir entendu de voir tous ces joueurs s'aboyer dessus pendant tout l'été, il s'est dit bon bah maintenant que j'y suis, je suis légitime, je vais faire pareil. Hein, il dit jamais faire un pas en arrière, toujours deux en avant. Donc c'est ce que même lui avait appris à l'époque Larry Bird. Et, euh, et sa sœur. Voilà. Alors, c'est le grand point parce que c'est un personnage qui est central dans sa vie, mais central dans tout son propos en permanence. Sa sœur revient, sa famille, ses frères aussi. On ose imaginer ce qui s'est passé dans l'arrière-cour de la maison Miller autour du panier qui a dû être martyrisé pendant des années. Mais il raconte l'incapacité qu'il avait à jouer contre sa sœur et à la battre pendant un long moment. Bon, je ne reviens pas si vous voulez savoir un petit peu des anecdotes, il y avait ce fameux documentaire sur Miller Time, sur le Reggie Miller contre les New York Knicks. Mais là, il le dit, et il le dit, tu l'as dit tout à l'heure, cette phrase, j'ai trouvé incroyable, vous ne savez pas ce que c'est l'honneur que c'est de grandir dans la maison avec la plus grande joueuse de tous les temps. Alors, il le dit. Moi, j'ai tendance à le croire parce que c'est pas quelqu'un qui exagère, Reggie Miller, ou qui est dans l'excès. Il dit, malgré tout le respect qu'il a pour Diana Taurasi, pour Candace Parker, pour Maya Moore, euh, même pour Cynthia Cooper. Cynthia Cooper, qui est une des plus grandes joueuses de l'histoire considérée et qui sortait du banc à USC où était sa sœur. Il dit, enfin, toutes ces joueuses-là, ma sœur aurait pas levé un sourcil. Il nomme une joueuse, j'ai oublié son nom, qui dit à la limite, elle doit être la seule pour laquelle elle devait aller se coucher une demi-heure plus tôt en se disant ouais, demain, je vais peut-être pas en mettre 80, mais 60. Mais c'était ce degré de confiance qu'il y avait. Et son grand regret, c'est même pas qu'il n'y ait pas eu, parce que Matt Barnes lui pose la question, tu ne regrettes pas qu'elle n'ait pas joué en WNBA parce que pour jouer avec les meilleurs, il dit non, pas vraiment, parce que bon, ça n'existait pas et qu'il n'y avait pas de questions à se poser, c'était une autre époque. Il dit par contre, il regrette une chose, c'est qu'il n'y ait pas eu YouTube, les portables. En fait, ce qu'il regrette le plus, c'est qu'il soit obligé de raconter, de se justifier, parce que personne ne sait, on n'a pas d'image,
on n'a rien, on n'a pas d'image de domination de Shea Miller qui dit tiens, bah, moi je vais aller à Santa Monica ce week-end sur un playground et je vais aller taffer les gars du quartier. On n'a pas d'image de ça. Et ça, il le dit que c'est un regret, mais je pense que il y a deux choses dont il est sûr, Reggie Miller, c'est qu'il est capable de shooter à 3 points et que ça serait la plus grande joueuse de tous les temps. Ça, il n'en demandera jamais. Oui, c'est clair. D'ailleurs, c'était à son introduction au Hall of Fame. Reggie Miller avait déjà eu un passage extrêmement touchant au sujet de sa sœur Cheryl. Il y a une anecdote qui est quand même assez marrante quand ils étaient au lycée, là où ses parents viennent le chercher à la fin de son match, ils lui demandent comment ça s'est passé. Lui, il est tout content parce qu'il a mis 31 points, un truc comme ça. Le 31 points, je suis pas sûr, mais c'est une trentaine de points, ils ont gagné. Et puis il sait que sa sœur avait un match le jour même, donc au bout d'un moment, il a tout raconté. Il dit, toi, le match, ça a été? Elle dit, ouais, ça a été, franchement, ça a été. Il dit, ah ouais, donc, il cherche il veut faire le malin, quoi. Il fait, ouais, toi, t'as mis combien de points? Et elle, 105. Mais surtout, ce qui est drôle quand il raconte, c'est que lui, il dit ouais, moi j'ai mis 38 points, et puis sa sœur, elle lui fait waouh, mais c'est super, Reggie, mais bravo et tout, et lui, il est tout hypé, et tout, il dit toi, ça va. 105. L'autre, il fait ouais. Tu vois la difficulté de te forger un ego dans ces circonstances-là, et c'est vrai que leur relation, je pense, elle explique beaucoup le mental qui a été le sien pendant toute sa carrière. Voilà, cette espèce de côté rageux, de pas vouloir accepter de perdre. Et même, tu sais, il y a un passage qui est assez sympa où tu allais peut-être y venir. Oui, je t'enlève peut-être une cartouche, mais qui allait suivre au sujet de Jordan, là, parce que c'est quand même Sure. le gros de voilà, la rivalité. Quand il dit, ouais, je regrette de ne pas avoir eu plus de fois l'opportunité de me mesurer à lui en playoff. Il dit, certainement. En fait, j'ai été. Tu sais, j'ai trouvé ça cool qui fanfaronnent pas en fait, qui disent on aurait certainement perdu quand même, peut-être que ça aurait rien changé, mais j'aurais voulu avoir l'opportunité malgré tout quoi. Et ça, j'ai trouvé que c'était une belle manière de présenter les choses parce que tu sens qu'il y a le sens, comment dire, l'assurance du joueur. Le compétiteur qui bout encore en lui, mais quand même, voilà, suffisamment de recul pour pas non plus dire des choses énormes comme d'autres joueurs de sa génération sont capables sont capables d'en sortir à longueur de temps. Donc ouais, encore une fois, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'humilité et d'assurance à la fois dans Reggie Miller. Oui, et puis parce qu'il est légitime pour le dire aussi, dans le Ouais. sens où il est un des rares qui avait pu amener les Bulls dans cette match. Sur une série de playoffs. Donc je peux comprendre son regret de ne pas en avoir plus fait, parce que quand tu es parmi les meilleurs, tu as envie de t'opposer aux meilleurs. C'est une époque où Larry Bird n'était plus là, donc il y avait un mâle alpha, il ne pouvait pas y avoir deux places, mais il y en avait un qu'ils essayaient de déloger. C'était très intéressant. Il le dit, malgré tout le respect qu'on avait pour lui, on voulait le mettre à la retraite, quoi. Il dit avec ces mots, pour nous, on savait que c'était la fin. Si on était les gars qui pouvaient dire, on l'a mis à la retraite, quoi. C'est pas on l'a battu, c'est fini. C'est la dernière image qu'on aura de Jordan, c'est lui en train de nous saluer et on lui dit ciao. Et puis on l'a mis dehors, malgré tout l'amour qu'on avait pour lui et tout. Et il a un respect, mais sans fin. Il parle beaucoup de Jordan. Alors, Théo, je ne sais pas si tu savais, mais parmi tous les auditeurs de Hoop Culture, apparemment, beaucoup sont de la famille de Michael Jordan, donc on les salue, parce qu'apparemment, quand on dit le mot de Jordan, on a l'impression qu'on touche à leur mère ou à leur famille. Donc, on a les meilleures communautés du monde. On ne va pas dire de quoi que ce soit sur Michael Jordan. C'est très touchy, surtout que si vous nous connaissez, vous savez que pour nous, c'est notre idole absolue. Donc, on peut dire que s'il est consultant, il sera peut-être moins bon sans se prendre une volée de bois vert comme on a pu s'en prendre la semaine dernière. Mais on vous adore quand même, on plaisante, on vous chambre là-dessus. Mais il le dit, il y a aucun défaut dans son jeu, aucune manière de le passer. Et il dit, la seule chance que j'aurais pu avoir, c'est si j'avais joué aujourd'hui et que j'avais eu droit à un step back de 4 pas comme tout le monde. Comme James Harden et compagnie. Comme James Harden et compagnie, où là, j'aurais peut-être pu m'en dépéguer. Mais sinon, c'était impossible. Il disait, on pouvait le mettre à gauche, à droite. C'était impossible. Essayer de le ralentir, ça ne marchait pas. Et il dit, les gens ne se rendent pas compte de deux choses. Un, c'est la taille de ses mains. Et qu'en fait, c'était totalement impossible de lui prendre le ballon dans les mains ou de le taper parce qu'il fallait recouvrer complètement le ballon. Et il dit, c'est impossible de contrer un shoot quand quelqu'un monte si haut, en fait. Et ça, on ne le voit pas. On le voit dans très peu de vidéos. Il y en a une magnifique qu'on revoit de temps en temps tourner sur nos fils Instagram, où il prend un fadeaway sur Anthony Mason
qui joue à Charlotte à l'époque, tu le vois s'élever au ralenti en caméra fantôme, où tu vois la hauteur à laquelle il est, où il y a certaines photos, on le voit shooter sur Joe Dumars, où tu vois Dumars est à sa taille, enfin, bon, bref, et il raconte ça, et c'est assez passionnant, et finalement, oui, c'est ce standard de se mesurer, comme tu dis, au meilleur en permanence. Et en plus, je crois qu'avec sa sœur, il avait commenté, parce que Reggie Miller, il faut savoir deux trucs. Ça fait 39 ans qu'il est dans le basketball, il a fait 18 ans en tant que joueur, 19 ans dans les médias, 18 ans aux Pacers, 19 ans sur TNT. Et là, il va changer, donc il va passer chez NBC, je crois. Donc on va avoir droit à le retour de ça. Mais donc c'est quelqu'un d'assez fidèle à ses amours, mais il dit finalement, pour revenir au basket féminin, lui, il est dans le wagon depuis le premier moment, donc ça lui plaît ce qui se passe aujourd'hui, mais ça l'étonne finalement pas de voir l'engouement qu'il peut y avoir. Mais je crois qu'il me semble qu'il commente ses premiers matchs avec sa sœur, je crois. C'est ça, en tout cas, il a commencé effectivement en commentant la WNBA au moment où ça a commencé à passer Tout au diffusé. début, ouais. D'ailleurs, il jouait encore. Il jouait encore absolument. C'est assez fou d'ailleurs, avec le recul, les notes, en gros, ce qu'on lui avait demandé de faire, en gros, on lui a dit, ouais, il faut surtout pas que tu parles de tactique, voilà, raconte des histoires, comme si le public féminin était trop incompétent pour comprendre ce qu'était un pick and roll ou un pass-eva. Bon, bref, c'est un autre sujet, mais effectivement, lui, du coup, il a vraiment pu suivre l'évolution de la WNBA depuis le départ, et il avait bien entendu suivi le basket féminin depuis très longtemps. Parmi les joueuses, je crois qu'une des autres joueuses pour Cheryl Miller, il parle, j'ai oublié son nom malheureusement, excusez-moi, c'est celle dont Kathleen Clark a battu le record du plus grand nombre de points inscrits en NCAW, et l'autre c'est Maya Moore. Voilà, fantastique joueuse, ex-joueuse de Yukon puis de Minnesota, qui a pris sa retraite de manière précoce pour essayer de faire libérer quelqu'un qui était emprisonné à tort et qui s'est marié d'ailleurs depuis, mais je crois que c'est les deux, voilà, les trois joueuses en fait, dans laquelle qui groupent ensemble, même s'il met sa sœur en avant, bien entendu. Ouais, exactement. Et il faut savoir un truc, c'est que Reggie Miller, quand il était petit, il était comme Forrest Gump. Si vous avez vu le film, il avait ces barres là qui lui tenaient les jambes, parce que ses jambes partaient, ses pieds étaient totalement comme ça, et ses genoux partaient vers l'extérieur. Et les médecins étaient même pas sûrs qu'il puisse courir correctement un jour. Donc il a grandi, lui, en train de bouillir, en train de regarder ses frères et Cheryl faire des pick-up games dans le jardin, sans pouvoir y aller, jusqu'au jour où il a pu enfin se mettre là-dessus, avec une envie encore plus énorme de se mesurer à ces gens-là. Donc pour lui, c'était d'être professionnel, c'était son rêve, il s'y est tenu, et d'être professionnel du trash talk aussi, bien évidemment, qu'il a réussi à faire avec sa sœur Cheryl. Et il raconte le trash talk de manière très transparente, en disant il y avait des barrières quand même. Pas les mamans, pas certaines choses. C'était pas du trash talk immonde à la Kevin Garnett, où on cherchait le pire truc, mais il étudiait quand même les joueurs pour savoir s'il n'y avait pas un cousin quelque part qui pouvait emmerder, ou une petite affaire qui pourrait l'agacer. Et dans cette émission, si vous la regardez, vous allez entendre une voix un petit peu bizarre qui dit un gros mot toutes les 2 syllabes. C'est même pas toutes les 2. C'est clair. Il arrive à insérer des F à peu près dans des endroits inconnus. C'est vraiment c'est étonnant. C'est Vernon Maxwell qui est donc sur le côté. Je crois qu'il avait dû faire l'interview peu de temps avant, et puis il est souvent chez eux de toute façon. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense qu'il maintenant il fait partie de leur équipe de consultants ou de podcasteurs. Ouais. Et donc Reggie Miller lui parle notamment sur la physicalité du jeu, sur le fait que quand il fallait passer, lui déjà, Maxwell, derrière, il y avait Otis Thorpe qui t'attendait, et puis si tu passais Otis Thorpe ou tu passais un step back, tu avais Olajuwon qui arrivait voilà, donc il y avait quand même un paquet de petits problèmes les uns derrière les autres. Et donc il disait, Maxwell, il n'arrivait pas à le faire dégoupiller. Mais quelqu'un comme John Starks, il y arrivait très bien. Et il y a ces images de John Starks qui lui met des coups de tête, qui le fait complètement sortir de ses matchs. Il disait qu'il y en avait quand même qu'il arrivait à faire dégoupiller, et qu'une fois qu'il est arrivé une fois, en fait, c'était gagné pour la suite. Ouais, carrément. Alors, je le trouve un peu flatteur avec Vernon Maxwell, qui était quand même pas le dernier pour dégoupiller aussi. Hein. Tu sens qu'il veut pas les mettre dans la même catégorie, mais il a fini dans les tribunes, Maxwell, une fois. Ouais, il a fini dans les tribunes. Ouais. C'est marrant, juste une aparté sur Vernon Maxwell. T'es dans la catégorie des gens qui ont l'air d'être exactement comme t'imaginais qu'il
qui le sont. Moi, j'adorais ce joueur-là, hein, complètement voilà, survolté. Voilà, je pense que voilà, l'image qu'il donnait de lui est l'image réelle. Mais oui, ce qui est marrant, en fait, ce qui était assez drôle dans ce dont tu parles au sujet de John Starks, c'est qu'il y avait Reggie Miller, il avait une technique quand même. Au lieu de rentrer tout de suite dans une confrontation tête à tête avec John Starks, il s'assurait en gros, il parlait à un autre joueur d'Enix, genre Ouais, c'est ça. à Patrick Ewing ou à Charles Oakley, de John Starks en gros, pour que l'autre, en passant, il entende son nom et il se retourne et il se dit mais qu'est-ce qu'il il parle de moi lui? Et que pour le faire vriller, c'est assez drôle. Ouais, c'était assez marrant le côté. Tu sentais qu'il doit avoir ces petites fiches que il parle tout du long, il parle de l'importance de préparer les matchs, de regarder les scouting reports, les reports avec les tendances des joueurs, leurs défauts, leurs qualités, même les tendances des arbitres. Quels arbitres vont te laisser enfin, qu'est-ce qu'ils vont te laisser passer ou non. Tout ça, c'est super intéressant et tu sens que pour le trash talking, c'est pareil, quoi. Il devait aussi avoir sa petite fiche avec, bon, bah, lui, je peux parler de ses chaussures, lui, je peux parler de sa sœur, lui, je peux dire qu'il était, comme John Starks, 2 mois avant, à remplir des sacs de course, qu'il a été, il s'est fait une place par hasard. C'est assez marrant. Mais il dit son grand respect pour John Stark, ce type de Ouais. joueur qui était capable de courir, de traverser un mur si on leur demandait. Euh, Mad Max, quand même. Alors, rien que tu l'entends, on dirait Gollum sur le côté. Et en plus, il est là. Et tu sens, tu as raison de dire que c'est exactement comme il est, parce que ce qu'il raconte, tu sais, tu as l'impression que c'est n'importe quoi. Il raconte dans son propre podcast, là, quand il était chez eux, la gifle qu'il prend de la Juan, qui lui en colle une, Oui. qui lui colle une belle. Je me suis dit, c'est des conneries et tout, c'est pas possible. Et en fait, il y a une vidéo où il voit Olajuwon dans une soirée, et Olajuwon s'approche de lui en lui disant pourquoi t'allais raconter ça et tout, l'histoire de la baffe. Et à un moment, Olajuwon, il s'approche de lui comme ça, et l'autre, il fait un pas. Tu sens qu'il avait peur, pourtant, il devait pas avoir peur de grand monde. Mais tu sens qu'Olajuwon, quand il fait un pas, l'autre, il faisait un pas en arrière en se disant je vais encore me prendre une gifle. Mais c'est J'aurais tombé. pas aimé prendre une gifle de la jaune. Et c'est marrant parce que nous, tu vois, sur notre génération, on avait l'image déjà un peu du côté grand sage, quoi. Tu sais, de C'est grand ça. pivot, grand sage. Mais faut revoir les finales face à Boston, là, où il y a un match où ça part en baston. Et je me demande, c'est même pas si c'est pas la jaune qui met la première patate. Ouais, c'est un joueur avec du tempérament, la jaune. Et vu la longueur des bras et des mains, tu sais, le moment où la gifle, elle arrive, l'amplitude de mouvement qu'elle a eu le temps de prendre. Alors, tu sais, parce qu'on pense forcément, tu dis, oui, je vais pas me faire gifler par Shaq ou par des mecs qui sont costauds, mais celle de Olajuwon, déjà, sa main devait te prendre l'intégralité de ton visage, tu vois. Ça Le devait mec, être le terrible. mec est en train de pisser, il t'en colle une, toi, t'es encore dans la cuisine, tu vois. Tu l'entends en train de pisser, tu t'en prends quand même une derrière la tête. Reggie Miller, il avait appris un petit peu, alors peut-être Kobe avait fait ça après en le copiant un petit peu, des mots aussi en langue étrangère. Et du coup, il raconte Drazen Petrovic. Et Vernon Maxwell raconte aussi Drazen Petrovic à sa manière, enfin, en approuvant. On l'entend siffler derrière en disant bad motherfucker, tu vois. Et il disait qu'en fait, oui, Steph Curry, bien sûr, il n'y a pas de débat, etc. Mais un de ses plus gros what if à lui, c'est la force de Drazen Petrovic, qui disait qu'en plus, il avait du trash talking. Alors, il fait une petite aparté pas très gentille sur la condition. Ouais, c'était pas très élégant sur la condition olfactive de Drazen Petrovic. C'est pas obligé. Mais il dit quand même le génie du gars et qu'il avait beau tout essayer, il n'y avait rien à faire. C'est tout rentré en permanence dans des conditions parfois improbables et qu'il avait une grande gueule quand même, l'ami Drazen. Bah oui, c'est clair. C'est bon là, il y a effectivement le passage dont tu parles là. Tu sens qu'il y a encore des stéréotypes à l'ancienne sur les joueurs européens. Bon, bref, passons. Ça, c'est pas très classe. Par contre, effectivement, c'est assez cool. L'envers du truc, c'est qu'il ait pensé à Drazen Petrovic. Et effectivement, je pense que tu vois cette image des Européens soft là. En fait, je sais pas comment les Américains se la sont construites, parce que si tu regardes même la première génération de joueurs qui sont arrivés en NBA, c'était pas des mecs soft, quoi. Quand tu vois les guerres de tranchées que c'était les championnats d'Europe de l'époque auxquels ont participé les Drazen Petrovic, les Vlade Divac, les Arvidas Sabonis et compagnie, ces mecs-là avaient rien de soft en fait. C'est juste qu'ils avaient pas le côté, je pense, grande gueule qu'ont parfois les Américains, et notamment dans le sport et dans la manière de s'imposer dans une équipe. Mais ça n'a jamais été des mecs soft. Et ce qui est marrant dans l'anecdote, c'est que ça commence, il dit, oui, enfin,
En gros, Reggie Miller raconte qu'il avait appris des mots, en gros des insultes dans différentes langues pour préparer le championnat du monde d'Indianapolis en 2002. Bon, ça n'a pas dû trop lui servir, hein, vu la sortie par même pas la petite porte, quoi, la minuscule petite porte cachée au Même fond du pas, gymnase de même pas, on Team a appuyé USA. sur, ils ont juste tiré la chasse, c'est tout, ils sont passés par là. Exactement, donc il a pas eu, je pense qu'il n'a pas eu l'occasion de beaucoup se servir de ce genre d'expression. En tout cas, il n'a pas eu l'occasion de s'en servir ni en serbe, ni en en espagnol pour le fameux match face à l'Argentine. Ça, c'est sûr et certain. Il est transparent sur tout le long de son interview, Reggie Miller, et puis nous aussi, on aurait aimé lui poser la question, puisqu'il a donc joué contre les meilleurs. Quand on lui demande qui est le meilleur, il a l'analyse que finalement on est content d'entendre, parce qu'on l'a aussi, de savoir que le meilleur, qui est il fait la distinction entre le meilleur joueur de tous les temps et celui qui a la meilleure carrière de tous les temps, donc en opposant et, euh, et Jordan et LeBron. Ce qui est intéressant, par contre, on lui pose une question sur les joueurs qui ont changé le jeu. Et là, il en nomme quelques-uns. Enfin, il les nomme sans même réfléchir, hein. Il dit que Magic a changé le jeu, un joueur de sa taille qui faisait ce qu'il faisait, c'était improbable. La domination, Shaquille O'Neal a rendu la domination physique à son paroxysme. Jordan a porté le jeu dans les airs, même s'il a complété un petit peu le début de l'œuvre de Dr. J. Steph Curry, bien sûr. Et il met Allen Iverson qui change la culture. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était super intéressant et super intelligent de mettre les choses comme ça. Alors, pour les haters de LeBron, il ne met pas LeBron James dans cette catégorie qui, lui, un petit peu à la manière de Kobe, a juste porté le jeu dans différentes sphères ou a mieux fait certaines choses que les autres. Mais dans ceux qui ont modifié la perception qu'on pouvait avoir du jeu ou de sa manière de jouer, voilà, c'est les joueurs dont il parlait. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de Eh ben, cette liste? j'étais hyper étonné parce qu'effectivement, nous, un des premiers, je pense, un des premiers épisodes de Dope Culture qu'on a fait, on l'avait appelé Game Changers, et on avait justement parlé d'Allen Iverson et de son impact sur la culture basket et la culture mondiale. Et je m'attendais pas forcément à ce Mm. que Reggie Miller pense à cet aspect-là des choses. J'ai trouvé ça très cool. J'ai trouvé que les joueurs qu'il avait cités étaient, enfin, j'étais d'accord avec lui à 100%. Pour LeBron, juste pour ceux qui n'auraient pas encore écouté l'entretien, voilà, lui, par contre, il met en avant le fait que, de son point de vue, celui qui a la plus grande carrière, en fait, la plus Bien grande sûr, carrière de tous les temps, sur la durée, le niveau d'excellence les chiffres. en continu, le nombre de titres, les finales, etc. Donc voilà, il le met pas parmi les game changers, ce que je comprends. Par contre, voilà, il le cite comme étant celui qui a fait la plus grande carrière. Voilà, il le valorise, bien Ouais. évidemment, parce que il lui posait la question. Et puis, il, il parle aussi du mimétisme. On arrive de Kobe par rapport à Jordan. C'est un point intéressant parce que, évidemment, il rentre dans le détail de cette fameuse bagarre qu'il a avec Jordan. C'est un des rares qui s'est bagarré à ce point-là, une vraie bagarre avec Jordan, où l'autre a essayé littéralement de lui arracher un œil pour de vrai. Donc il raconte la bagarre, l'injustice, en disant ah, je me fais expulser, pas lui, mais finalement moi je prends un match et lui il en prend trois. Donc c'est prouve C'est vrai bien que ça n'a aucun sens. qu'il a fait pire que moi, il se fait pas expulser. Ça m'aurait bien arrangé qu'il se fasse expulser. Enfin voilà, il raconte ça et c'est marrant parce que quand il parle de Jordan encore aujourd'hui, même s'il a dû le rencontrer 100 fois, 1000 fois après, ils ont dû en discuter. C'est vraiment enfin, c'est même pas il raconte ça comme un personnage inaccessible, une sorte de légende d'esprit qui plane au-dessus de tout de leur quotidien, encore une fois, qui les hante, mais qui à la fois les fascine. Donc tu vois, il l'appelle le Black Cat encore, il le décrit avec la langue sortie, les yeux noirs, enfin, tu vois, c'est assez marrant. Et donc, il dit, parce qu'il lui pose la question aussi en lui parlant de Kobe, et il disait qu'en fait, Kobe avait appliquer les préceptes de Jordan en les apportant des fois. Il dit que c'est un meilleur shooter, en fait, notamment un meilleur shooter à 3 points, puisque le jeu commençait déjà à reculer un petit peu. Mais il dit, parce que c'est vrai qu'il y a une grosse bagarre entre Jimmy Miller et Kobe hein, sur une fin de match. Et il dit en fait, il a voulu, limite, j'avais osé attaquer Jordan, du coup, il voulait son moment avec moi aussi, quoi. Et je voulais savoir ce que tu en pensais de ça. Est-ce que pour toi, cette bagarre avec Reggie Miller est un pur hasard? Il s'avère qu'il a dû lui dire un truc qui lui a pas plu et rebelote. Ou est-ce que vraiment, toi, tu penses que Kobe voulait
à ce point-là suivre les pas de son idole en disant t'es l'ennemi de mon idole, t'es mon ennemi aussi. Ouais, je sais pas trop. Là, pour le coup, tu vois, je trouve que c'était un petit peu romancé quand même de la part Je de trouve Reggie aussi. Miller. Je trouve aussi. Euh, Par contre, ce qui est pas impossible du tout, c'est que on sait à quel point Kobe était obsédé. Je pense que le terme est pas trop fort, quoi, par Jordan, sa carrière, sa technique, ce qu'il représentait. Et donc, je pense qu'il avait quand même dû se mettre dans un coin de sa tête il avait dû prendre note que Reggie Miller était un sacré joueur, un sacré trash talker, et que si jamais il commençait à hausser le ton ou à vouloir s'imposer, il le laisserait pas faire. C'est plus là-dedans, tu vois, où je me dis, bon, il y avait peut-être Je suis d'accord. le côté de Jordan à jouer, mais je pense pas que Kobe ait forcément voulu faire comme Jordan et se taper avec Reggie Miller. C'est marrant parce que Reggie Miller dit, ouais, j'étais dans deux bastons, moi, c'est avec Michael Jordan et Kobe Bryant sur toute ma carrière. Ça, c'était assez drôle. Mais ouais, non, je pense pas que ça allait au-delà. Après, il me fait rire aussi quand il dit oui, Kobe, j'ai passé des étés avec lui, où il me demandait des conseils, et puis je lui donnais des conseils sur ça, là, là. Et puis finalement, tu te rends compte, il a utilisé tous ses conseils contre moi. Tu sais, t'as envie de dire, mais mec, t'attendais quoi? À quoi tu... Exactement, c'est exactement ce que je me dis. Mais tu croyais quoi, toi? Tu donnes... C'est cool, hein, tu vois, de transmettre des choses. Tu sais, d'ailleurs, Kobe en avait parlé, je crois que c'est après le premier All-Star Game dans lequel il avait joué face à Jordan. All-Star Game? Je sais plus si c'était pas All-Star Game ou si c'était leur première confrontation. Et en fait, Kobe avait de lui-même raconté qu'à un moment, on le voyait discuter avec Jordan et qu'il lui posait une question sur son fadeaway, pourquoi il tendait la jambe de cette manière, etc. Le mec, ouais, Kobe, c'était quand même bon, voilà, c'est pareil, hein, c'est pas un secret, mais un obsédé du jeu, à tout regarder, à rien laisser au hasard. Et le moment où Reggie Miller raconte que c'est lui qui lui a montré, enfin, que Kobe lui a demandé de lui expliquer comment Reggie Miller faisait son step back et que derrière, Kobe l'a intégré à son jeu. Effectivement, Reggie Miller, tu as lui dire, mais t'avais pas compris à ce moment déjà que ce mec-là, c'était une éponge et qu'il allait se servir de tout ce qui était Ouais, possible? même c'était un teubé comme Vernon Maxwell, et l'autre il aurait fait la même chose. Ça, c'est comme t'es en cours, tu sais, t'es en contrôle et puis le mec à côté de toi, il était en contrôle de maths, il dit t'as mis quoi à la 2? Et toi tu dis j'ai mis 112. Ah ok, tu crois que le mec il va mettre 14 ou quoi? Il va mettre 112. C'est pas, tu vois, c'est complètement teubé. Donc, j'ai trouvé ça marrant. Et puis il le raconte par rapport à ce fameux match, tu sais, en finale, dans la finale de 2001. 2000 ou 2001, je sais plus. Je confonds toujours. C'est 2000, 2000. 2000, 2000, ouais, c'est la 2000. première. 2001, c'est les Sixers. De 2000, où Shaq se fait sortir et, pour 6 fautes et que Kobe prend la suite et il dit Tain, je le voyais faire exactement tout ce que je lui avais dit qu'il fallait faire. Ah, bah, oui, bon, ça prouve qu'il est pas si con que ça. Ça, dans le folklore, c'est beau parce que chaque sort pour sa sixième faute, là, et en gros, Kobe rentre et lui dit un truc du genre, ouais, tiens, tiens, garde ma bière au frais, je reviens. Genre, je vais prendre les choses en main. C'est littéralement ce qu'il a fait derrière. Ah Ouais, oui, ça, mais c'est les quand il racontait anecdotes ça, folles c'était de... trop drôle. Genre, Hmm. il est sur le banc en train de raconter une histoire avec un gars, Shaq pour la sienne. Attends, je reviens. N'oublie pas, tu me racontes la fin tout à l'heure. J'en ai pour combien? 3 minutes 40. Avec les temps morts, 8 minutes. On en... N'oublie pas de me raconter la fin, hein. C'est ça, exactement. C'était fou parce que tu avais l'impression là de voir un vétéran qui rentrait. Je me rappelle le calme. Je me rappelle d'avoir vu ce match en direct et de me dire quel âge il a ce mec-là? Hmm. Il avait plus la même démarche que 10 minutes avant. Il était moins foufou. Tu avais l'impression que qu'il avait pris 10 ans d'un coup. Bon, c'était assez incroyable. Il y a tout un passage sur son sneaker game également, qu'en fait il avait signé chez Jordan Brand. Il y avait un côté un petit peu à la fois une reconnaissance qui était, je trouve, assez chouette et un côté un petit peu ironique. Il explique bien que quand Jordan jouait, personne portait des Jordan. Alors, j'aimerais bien savoir, en fait, si c'était interdit, ce que je pense pas, je vois pas pourquoi tu peux pas interdire un joueur de porter la paire de basket qu'il veut, ou si c'était, pareil, une règle non écrite et implicite où tu te sentais pas de jouer avec les chaussures du joueur. Il n'y avait pas Bah, énormément de modèles signature à l'époque, mais peut-être tu jouais pas avec la chaussure de ton ennemi juré, quoi. je me suis posé la question, tu vois, et en y réfléchissant, je me suis dit que ça devait être
plutôt Nike en fait, qui Ouais, disait je pense non. que Nike disait non. Ceux qui étaient sous contrat avec Nike, donc Nike leur fournissait les chaussures, bien entendu, parfois des Players Edition, etc. Mais ils devaient dire non, par contre, les Jordan, il y a que lui qui l'aimait, quoi. J'imagine que c'est plus comme ça, Bien quoi. sûr. Parce que tardivement, les joueurs des Bulls portaient les Jordan. Hein. Si Oui, tu te oui, rappelles, oui. les 2 dernières années, ouais, c'est Même un peu avant, 97. tu sais, il y a cette image quand Jordan est parti au baseball, là, que t'as Pippen qui Oui, lui oui. monte la semelle en disant ouais, faut que tu Voilà. reviennes. Mais après, quand il revient, quand il porte la Jordan 11, personne ne la porte avec lui. Ouais. Mais après la 12 et la 13, il y avait des joueurs qui l'avaient porté, notamment Scottie Pippen, Kukoc, même Bill Wennington l'avait mise à un moment. Mm. Même Euh, Bill Wellington, juste, j'ai une anecdote à un match NBA à Paris, je c'était il y a crois, quelques non, années c'est quand peut-être Luc, c'était je confonds, c'est peut-être Luc Longley qui la met. C'est peut-être qu'ils pas avaient. Bill. Ok. Parce que Bill Wellington, là, au match, il y avait le match Lakers, n'importe quoi, Bulls, Pistons à Paris il y a 2-3 ans, là. Et à un moment, à la mi-temps, je me lève, je vais faire un tour d'un coursier avec mon fils et je vois un mec immense qui est en train de faire la queue pour acheter une bière. Et personne l'avait percuté, il l'avait calculé. C'était Bill Wellington avec une espèce de moustache de viking de malade. Il devait commenter pour la télé australienne ou un truc comme ça, c'était assez marrant, quoi. Putain, 3 bagues hein, quand même. Hein. Non, attends, il est pas australien, je dis des bêtises, Non, il non, n'est pas c'est australien du tout, l'oncle anglais, non. c'est Il devait Longley. commenter pour une chaîne malgré tout, mais oui, 3 bagues, absolument. Euh, et puis, il y a la dernière partie qui, moi, est certainement celle qui m'a le plus touché. C'est quand on lui parle de ses regrets sur sa carrière et qui dit qu'en fait, quand on est Superman et qu'on a des super pouvoirs, c'est toi qui dois gagner. C'est que quand ton équipe perd, c'est toi qui perds. C'est pas l'équipe, c'est toi qui perds. Et j'ai trouvé que c'était d'une lucidité déjà vraiment touchante. Et de deux, ça m'a remis encore plus l'idée que c'est totalement, psychologiquement, c'est des surhommes d'arriver à contenir une telle pression, d'avoir toute une ville qui attend. Parce que lui, c'est ça qu'il dit. Hein, c'est une ville qui m'attend, qui est derrière moi. Et qu'à la limite, lui, il aimait bien jouer à l'extérieur parce qu'il était à 12 contre 20 000 et qu'il n'était pas à 20 000 contre 12, tu vois. Ça, Mm. il préférait le contraire. Et il dit les 25 points dans un quart-temps, les 8 points en 6 secondes ou en 13 secondes, les 9 points en 13 secondes. Il dit ça, c'était le show. Mais à la fin, et il dit pas on a perdu, il dit on a perdu et il se reprend, il dit j'ai perdu. Il parle du Game 6 en 94 où il rate un lancer franc sur deux qui fait qu'il serait revenu à égalité à 1 minute de la fin et qu'ils perdent le match pour 3-3, ils reviennent au Garden et ils perdent cette série en 7. Ils parlent du match 7 contre les Bulls où ils ont une balle pour être à plus 9 et que finalement ils perdent entre deux. Steve Kerr, il se retrouve à plus 3 et que la dynamique change. Et en fait, ils lui disent, mais Matt Barnes et Jax lui disent, mais tu regardes des fois ces matchs? Et là, il dit, je sais pas si tu l'as vu, il dit, j'ai pas besoin de regarder ça, c'est une boucle permanente dans ma tête. Oh, ça m'a mis les frissons. Même là, j'en reparle, Mm. ça me colle les poils, tu vois. Et tu te dis qu'en fait, ces gars sont des tels compétiteurs que même, donc on est à quoi? On est 28 ans après, ça passe pas, quoi. Ça ne passe pas. Moi, je comprends complètement, hein. Je Bien comprends sûr. complètement, honnêtement. Même à des niveaux très amateurs, il y a des trucs comme ça qui te restent en tête à vie. Alors, à ces niveaux-là, c'est. Ouais, ces niveaux-là, c'est encore pire. Et il est intéressant ce passage parce que c'est à la fois beaucoup d'humilité et beaucoup d'ego, en fait, de dire, de toute façon, c'était à moi de gagner pour l'équipe, c'est moi qui ai pas. J'aurais dû. Et en fait, ce qui est super dur, c'est le truc d'après, c'est que de l'extérieur, tu peux dire, ouais, mais peut-être que tu n'aurais pas pu, en fait. Tu sais, c'est à la fois Et il le dit, très hein. flatteur de dire à quelqu'un, mais t'as fait du mieux que tu pouvais. Et en même temps, quand tu es ce type d'athlète à te dire en permanence que tu peux faire mieux, que tu peux jouer avec les meilleurs, c'est ce qu'il y a de pire à entendre quelque part, que quelqu'un te dise, non, mais t'aurais pas pu. C'est pour te dire, bah non, c'est malheureusement, même au plus haut du plus haut niveau, il reste des échelons. Et puis, c'est la grande difficulté des sports collectifs, malgré tout. Où finalement, même un joueur exceptionnel tout seul, on l'a vu cette année encore avec Nikola Jokic. D'un côté, tu dis, bah en fait, le mec est tellement fort que il passe, ça va en 7 matchs d'éliminer une équipe aussi forte que le Thunder. Donc c'est à la fois, ça montre à quel point il est fort et en même temps, même tout seul, et j'exagère quand je dis tout seul, hein, il y avait d'autres bons Bien joueurs à sûr. Denver. Bien Ça sûr. te permet quand même pas de passer une équipe comme celle du Thunder. C'est la grosse. C'est
c'est ce qui rend les sports collectifs, et puis le basket en particulier, parce que en tout cas c'est celui que j'aime le plus et que je connais le mieux, aussi passionnant, c'est qu'il y a toujours ces notions de what if, de mais qu'est-ce qu'il y a, est-ce que c'est le collectif, est-ce que c'est le joueur, est-ce que là c'est le coach qui a pas demandé à ce qu'on joue comme ça, est-ce que c'est les joueurs qui n'ont pas vu la situation, il y a tellement de paramètres que c'est passionnant. Mais il le dit en plus, il est là, il ressort ses stats, il dit ouais, dans ce match 7, j'étais à 20 points à la mi-temps, je finis à 24, alors que Jordan était à 29, il était pas dans un bon soir, et puis tu vois, puis il Mm. parle plus. Comment, man? Tu sais, et puis il Tu y le a un sens bien le blanc, Reggie Miller là. comment, man? Comment, man? Et puis d'un coup, ça passe et puis d'un coup, tu sens que les autres, ils disent bon, on va passer à autre chose. Voilà. On vous conseille d'aller écouter Reggie Miller, on vous conseille d'écouter All the Smoke parce que les Mm. joueurs se sentent en parfaite harmonie avec ces deux personnages, que sont Steven Jackson et Matt Barnes, qui sont super bien sortis, je trouve, dans la durée, parce que c'était pas gagné, les deux personnages ensemble. Et si vous aimez le basket féminin, il y a Cynthia Cooper qui était la semaine dernière, je crois. Et c'est Ouais. vachement intéressant aussi. Elle raconte son expérience en Italie, à l'étranger, à une époque où elle arrive, elle part jouer à l'étranger, et la WNBA se crée. Et elle fait partie des premières de l'aventure. C'est vachement intéressant. Et elle raconte les histoires de Cheryl Miller et tout à USC où elle était. Donc, allez écouter ça. Allez écouter Reggie Miller, même si on vous en a dévoilé pas mal. C'est une chose de nous l'entendre raconter, c'est autre chose de le voir en vrai. Et Théo, il y a autre chose qu'on voulait rapidement débriefer parce que le temps passe vite. On va peut-être pas y rester 100 ans dessus, mais il y a un documentaire dans la série L'envers du sport sur Netflix sur j'ai oublié le nom horrible de la traduction en français, mais qui s'appelle Shooting Guards C'est en tir en suspension, je crois, en tir en français. suspension, Shooting Ouais. Guards en français, en anglais, ce qui est beaucoup mieux trouvé, sur l'affaire Gilbert Arenas, Javaris Crittenton, les Guns dans le vestiaire des Wizards. Ouais, bah, alors, c'est un documentaire qui est assez troublant, je trouve. Déjà, d'une part, première chose, je ne savais même pas que Javaris Crittenton était sorti de prison. Et c'est un des éléments importants du documentaire plus tard. Je pensais qu'il était toujours. Alors, non pas pour. Si vous n'avez pas suivi. Je fais un petit résumé malgré tout, au cas où vous ne vous resituiez pas forcément. Gilbert Arenas et Javaris Crittenton, qui étaient coéquipiers aux Wizards, il y a eu une altercation où finalement ils se sont retrouvés à tous les deux sortir des armes à feu dans le vestiaire, ce qui a mené à des suspensions longues, des amendes, au fait que Javaris Crittenton, qui n'était pas du tout une star, qui était encore un jeune joueur qui essayait de se faire une place, a finalement jamais réussi à se faire une place vraiment dans la ligue. Et derrière, de manière bien plus dramatique, il s'est retrouvé être condamné à plus de 20 ans de prison pour avoir tué deux personnes, dont une personne qui cherchait à tuer parce qu'il avait braqué, qu'il lui avait volé des bijoux, et une personne qui était simplement dans la rue au même moment et qui a La pris. compagne, je crois la compagne C'est la compagne. Ok, d'accord. Ça, je me je rappelais crois. plus, tu Hein. vois, mais en tout cas, Et je c'est sais même pas possible. si c'est pas juste cette jeune fille Qui est morte. qui est morte, parce que je crois qu'il rate le gars et qui est du coup en victime collatérale, cette jeune fille. Ouais. Je crois que les deux personnes ont été touchées, alors peut-être Je sais pas. effectivement. En tout cas, à coup sûr, une personne Oui, oui. totalement innocente, D'accord, dans le sens qui avait rien à voir ah avec oui, l'embrouille. oui. C'est Une jeune l'histoire. mère Ouais. de famille de 22 ans qui a été tuée par balle, et donc qui s'est retrouvée à accuser, enfin non, pardon, condamnée à plus de 20 ans de prison, et donc là qui racontait, enfin le documentaire tourne autour du truc avec Carenas, mais on en apprend aussi beaucoup plus sur Javaris Crittenton. Et sur sa chute, je pense, je sais pas comment on peut le dire autrement, quoi. Du moins sa trajectoire assez tragique. C'est un documentaire qui m'a mis profondément mal à l'aise dans son approche. Déjà, on apprend que Javaris Crittenton avait un terreau très compliqué. Hein, il faisait partie d'un gang. Bah, Il fait pas au partie d'un début, en gang. fait, c'est ça qui est Pas fou, au c'est début. qu'il... Ouais, ouais. C'est qu'après, en fait, lui est d'Atlanta. Il a des copains enfin, il est dans des quartiers d'Atlanta qui sont pas ultra safe et il a des amis qui sont pas les plus fréquentables. Mais le basket le sort de là et en fait, le grand drame de sa vie, c'est de ne pas être drafté par les Hawks et d'être obligé. Donc il fait sa fac à Georgia et il est envoyé aux Lakers, il me semble. Hein, c'est ça. Hein, il part à LA où il joue pas. Où Phil Jackson dit qu'il compte sur lui et il joue pas du tout. Hein, il joue très peu. Donc
Alors, il dit que il commence à en faire part à son agent, mais moi, quand il dit ça, j'ai l'impression que, tu sais, il y a genre 10 matchs qui sont passés. Non, non, le gars, genre match 2 déjà, ça l'énerve, tu vois. Donc, il en parle à son agent, donc imagine comment les Lakers réagissent là-dessus. Ils vont le trader assez rapidement, et puis il va arriver donc à Washington, où il tombe sur Arenas. Alors, il y a toute une partie sur Arenas qui raconte que lui, son truc, c'est d'être un clown, c'est de faire l'idiot, le pit tout le temps. Il a une grande gueule, il a une grande bouche. Bon, on s'en rend compte au quotidien dans ses podcasts et dans ses médias respectifs et pas toujours respectables. Mais donc, il y a cette histoire de flingue où Arenas, en plus, il a une collection, apparemment, il a un arsenal qui appartiendrait au beau-père de l'ex de la cousine de sa sœur, enfin, un truc. Il s'est fait gauler par la NBA parce que il a ramené dans le jet privé sa collection de fringues et que on pouvait considérer. Enfin bon, bref. Sombre En gros, histoire. il achetait des armes à feu dans des états dans lesquels tu pouvais les acheter comme ça et Il les est ramené à ramenait DC. donc T'as pas le droit. à DC en utilisant l'avion sans qu'il y ait aucune trace de papier qui soit Hmm. signé ou etc. Donc c'est Et du les, trafic d'armes en fait, tout simplement. Ouais, Que tu le vendes ou pas, et puis la NBA était folle de rage parce que c'était Mm, les avions des clubs, quoi, donc mm. affrétés par des clubs affiliés à la NBA. Et donc il y a cette sombre histoire où il joue à bah, tu veux me tuer, bah vas-y, vas-y. Et puis Arenas, à un moment, il se rend compte que l'autre, c'est pas marrant, quoi. Et que justement, bah, il est plus ou moins affilié à des gangs et qu'il peut vite découpiller. Et en fait, ça s'arrête là. C'est le documentaire dit, ouais, on a voulu s'arrêter là, oui, mais voilà, mais du coup, on passe à juste Crittenton qui se retrouve sans contrat. Alors, Arenas a la justesse de dire, il n'aurait pas dû être sanctionné, c'est moi qui ai fait le con, moi j'ai mérité ma suspension. Il le dit, hein, il dit, moi je l'ai Mm. mérité 1000 fois. Lui, il n'aurait pas dû, ouais, mais bon, tu t'es battu un moment pour le disculper, tu vois, pour dire qu'il y est pour rien. Tu savais que lui, c'était mort, c'est fini, sa carrière, elle est terminée. Crittenden, après sa suspension, signe dans un autre club, je ne sais plus où il signe, où il se fait accuser d'avoir volé des tongs. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette histoire. Mm. Il avait pas de tongs, du coup, il va dans le vestiaire, là où il y a le responsable de l'équipement, il prend une paire de tongs parce que sinon, il avait pas de chaussures pour sortir de la douche, enfin, je sais pas quoi. Et le club l'accuse, enfin, le licencie. Et du coup, c'est la descente aux enfers de ce gars-là, qui se retrouve avec de l'argent, des bijoux, se fait voler des bijoux une fois, deux fois, sait qu'il a volé les bijoux, enfin voilà. Et en fait, il prend 20 ou 25 ans de prison. Et toute la deuxième partie du documentaire, c'est du côté de la pauvre maman de cette jeune fille qui s'est fait tuer et de sa réaction quand Crittenton sort au bout de la moitié de sa peine, ce qui est rarissime aux États-Unis. Quand un Afro-Américain est condamné comme ça pour des peines comme ça, qui sortent au bout de 10 ans, une remise de peine comme ça, c'est rare, enfin, ça se fait pratiquement pas. Alors il y a la rumeur comme quoi euh, c'est le père de Dwight Howard qui était son coéquipier à la fac Son ou au oncle. lycée. Ouais. Ouais. C'est ça, aurait L'oncle de Dwight Howard, donc Crittenton était coéquipier de Dwight Howard au lycée, et au l'oncle lycée. de Dwight Howard était le district, enfin, comme on dit, le procureur général au moment du jugement. Et donc il y a cette piste qui est évoquée comme Cette selon laquelle rumeur, ça comme aurait quoi il y été. aurait un traitement de faveur. Visiblement, en fait, de ce qu'on en comprend, c'est que parce que Crittenton, il plaide coupable et que, en fait, dans le deal, souvent c'est comme ça que ça se passe. Quand tu plaides coupable, il y a un deal et que Tu peux, manifestement dans le deal, il y avait que si il se tenait à carreau pendant 10 ans et que je sais plus, je crois que c'était ça, en gros, qu'il n'ait pas de problème, il faut incarcérer, il pourrait avoir une remise de peine au bout de 10 ans. Et manifestement, c'est ce qui s'est produit sauf que le deal doit être porté à la connaissance de la de la partie, famille civile, etc. Ouais. Bon, bref. C'est très nébuleux, donc on ne sait pas Mm. trop. Ça finit un peu voilà, comme ça, avec Arenas qui dit si il a besoin, je serai toujours là pour lui. Moi, j'ai trouvé c'était très intéressant sur la manière de l'encadrement de ces jeunes joueurs, de leur détresse psychologique parfois, et de la manière dont ils peuvent vite péter un câble. Et la deuxième partie, qui est un fait divers, en fait, et une histoire sordide qui n'apporte rien. Est-ce qu'il faut avoir Ils sont là comme s'il fallait avoir de la compassion pour Crittenden, ce que je n'arrive pas à avoir, je suis désolé. C'est quelqu'un qui a fait un geste enfin, qui n'est pas pardonnable. Et pour la famille, le fait qu'il n'ait pas purgé sa peine totalement l'est encore plus. Enfin, et Arenas qui fait
à moitié le guignol, il est dans son canapé, comme ça, il raconte ça avec un demi-sourire. Ah, ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Je sais pas. Faites-vous votre idée, hein, je me trompe peut-être, mais je sais pas, je suis sorti de là, j'ai rien. Enfin, si, tu apprends un petit peu quand même sur le contexte global à cette époque-là, parce qu'on c'est une époque où on suivait pas forcément les Wizards et ce qui se passait. Et moi, Arenas, je suis un peu passé à côté. C'est une époque où je regardais un petit peu moins, ça m'intéressait un peu moins. Mais la fin est vraiment ouais, un peu malaisante. Non, le documentaire est très bizarrement fait. Moi, j'ai quand même un peu de compassion pour Crittenton, malgré son geste terrible, pour les raisons que tu soulignes. C'est-à-dire qu'on on se rend pas compte, en fait, que même un mec qui est drafté 28e ou je sais pas quoi de la draft, toute sa carrière, il a joué en fait. Toute sa carrière, c'était une star. Ça a été le meilleur joueur ou l'un des meilleurs joueurs de son équipe, de ses équipes. Mm. Toute sa carrière, il a gagné des matchs. Et là, tu te retrouves aux Lakers avec un coach qui aime pas les rookies, avec une équipe qui est extrêmement compétitive, donc il n'y aura pas de place pour toi. Et tu te retrouves en fait à avoir été le centre d'attention de ton sport, à ne plus compter du tout, et Mm. avec énormément de temps sur les bras, parce que t'as pas la fac, t'as pas les cours, Et puis t'es pas seul, dans ta ville, seul t'es à LA, seul ouais. et t'as de l'argent en fait. Et là, effectivement, je Non. pense que c'était le cocktail catastrophique pour un joueur comme Crittenton de se retrouver à Los Angeles là-dedans, dans cette situation-là. Moi, qui m'a vraiment énormément énervé tout du long, et heureusement qu'il y a un moment quand même où il fait preuve un petit peu de compassion et de remords, c'est Arenas. Parce que tout le début, ouais, t'as raison, hein, tu montres un tout petit parce que c'est vraiment minuscule. Tout Mais petit. en fait, dès le début, j'ai envie de lui mettre des gifles. Et moi, j'ai adoré le Gilbert Arenas de Washington, le joueur, qui était vraiment fort, fantasque. C'était cet incident tragique au bout du compte. J'ai beaucoup aimé. Mais là, le voir raconter les trucs t'as l'impression, mais même sans recul, quoi. Te raconter, Ouais. il y a pas un moment où il te dit, ouais, j'étais con, et non, j'étais comme ça, s'il fallait refaire les choses, je les referais pareil. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et même, tout à l'heure, tu parlais de Nick Young, c'est pareil, quoi. Tu vois Nick Young, Ouais, il y a Nick tu Young, dis, on mais dirait qu'il qu'est-ce est qu'il faut dans bourré le de A à Z. documentaire, quoi? Tu Il y vois, a celui qui me semblait être le seul André adulte dans Blatt, la pièce, c'est André Blatch, quoi. qui Tu vois, pourtant est. qui était Ouais, quand ouais. même pas le mec le mieux connecté de l'époque. Tu dis, bon, bah voilà, lui, ça a l'air d'être un mec qui a l'âge qu'il a aujourd'hui, je sais pas, d'avoir 40 ans, A et qui a compris de la l'histoire. bouteille, et qui a un regard un peu différent sur ce qui s'est passé. Ouais, voilà. Après, le Crittenton, bon, je suis d'accord avec toi. Rien n'excuse l'acte terrible hein, qui finit par commettre. Mais tu perçois quand même le mec qui a été en déprime, paumé, perdu. Alors, ça excuse pas, mais ça explique un petit peu sa chute aux enfers. Enfin, voilà. Comme disait Pierre Armand, faites-vous votre opinion. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en aurez pensé. Je trouve cette série de documentaires très inégale. Il y en a qui sont. Moi, j'avais beaucoup aimé celui sur Steven Smith et la triche à la fac ou celui sur Malice at the Palace. J'en ai vu d'autres de la même série qui sont vraiment moins aboutis, notamment sur Brett Mm. Favre. On en reparlera peut-être ensemble tous les deux, là, que j'ai trouvé vraiment très, 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 très limite. Donc, c'est inégal comme série de documentaires. Est-ce que tu as eu un coup de cœur cette semaine, Théo? Ouais, alors mon coup de cœur, c'est tout simplement pendant le Game 1 dont on parlait tout à l'heure entre les Knicks et les Pacers. Je me suis régalé à chaque fois qu'il y avait des coupures de temps mort, etc. sur la sélection des morceaux choisis qui passaient. Il y avait du M.O.P. Anti-Up, du Nas, The World Is Yours, Prodigy, Keep It Thorough. Donc au-delà que ça soit des morceaux de rap et de hip-hop new-yorkais, je trouvais que le choix de morceaux était toujours très précis, très bon. Voilà, ça m'a fait encore plus kiffer ce match complètement fou. Moi, je suis resté à New York aussi, et si vous voulez si vous aimez la ville de New York, je vous conseille ce livre de Colson Whitehead, qui est un petit bouquin, c'est ses petites chroniques à lui, ses petites pérégrinations dans la ville. Voilà, c'est par chapitre. Il y a le pont de Brooklyn, il parle de l'heure de pointe, il parle de downtown, il parle de Broadway, il parle de voilà, c'est une sorte de timeline tout au long de la journée. Colson Whitehead, que vous connaissez peut-être, qui a eu deux prix Pulitzer assez rapprochés pour Nickel Boys et Underground Railroad. Voilà. Si vous êtes déjà allé à New York et que vous y êtes vraiment plongé et que vous aimez cette ville, ça va vous rappeler plein de souvenirs et vous sentirez plein d'odeurs de graillons, de pretzel et de basketball là-dedans. Ta relique Théo de la semaine? Alors, ma relique de la semaine, c'est un livre aussi. C'est
C'est un bouquin, c'est une compilation d'histoires de Chester Himes, un auteur américain, noir américain né en 1909. C'est des romans noirs en fait, des romans noirs qui se passent dans le Harlem des années 45-50 avec on suit deux officiers de police, Coffin Head Johnson et Gravedigger Jones dans le Harlem voilà, noir de ces années-là. Alors Chester Himes, c'est vraiment un auteur incroyable. Si vous aimez tout ce qui est série noire, etc., je ne saurais trop vous le recommander. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un mec qui a pas eu de succès quand il était aux États-Unis. On trouvait ça trop dur, trop noir, trop sans concession. Ce qui fait que c'est en venant en France, en venant s'installer en France au tout début des années 50, que finalement il a pu écrire pour la série de Gallimard, la série noire tout simplement de Gallimard, et qu'il a pu enchaîner comme ça cette série là c'est le Harlem Cycle, ça s'appelle, de polar et de livres noirs, et c'est là qu'il a commencé vraiment à avoir une reconnaissance, comme pas mal d'artistes finalement de ces années-là, des artistes noirs qui n'étaient pas considérés et qu'on fui le racisme ambiant des États-Unis pour trouver refuge, que ce soit en France ou autre part en Europe. Il y a 3 volumes, à chaque fois il y a 3 histoires, là c'est le volume 2, il y a le volume 1 et volume 3. Voilà. Si vous aimez tout ce qui est polar, vraiment, c'est très très bien. C'est violent, mais avec beaucoup d'humour, un humour un peu qui fait grincer des dents. Ça parle du racisme de l'époque et ça se lit comme un polar bien fait où tu veux savoir ce qui s'est passé. Il y a des personnages hauts en couleur. Donc voilà, c'est Chester Himes. Ça s'appelle Harlem Cycle. Là, c'est le volume 2. Il y a 3 volumes en tout. Et ben moi, une trilogie de bouquins aussi, avec des personnages hauts en couleur, et on a envie de savoir ce qui se passe à la fin. Si vous avez des enfants qui sont un petit peu au moment du bac, vous savez qu'il y a de la philo à préparer. Et moi, ma grande prépare sa philo sur un auteur que j'adore et que toi aussi tu adores, c'est Tolkien. Et donc, on parle d'une trilogie que vous connaissez tous, qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux. Et moi, je voulais vous présenter la première édition du Seigneur des Elle est Anneaux. belle, dis donc. Ça, c'est la toute première édition chez un éditeur que je connaissais, même pas, Christian Bourgeois. Enfin, voilà. Et donc, c'est la toute première édition. S'il n'y a même pas sur le 4e de couverture, c'est même pas un résumé de l'ensemble. Tu vois, il y a juste marqué Le Seigneur des Anneaux. Ça s'appelait La Fraternité de l'Anneau, donc ça s'appelle la communauté. Hein. Sur le 2, il n'y a même pas le nom de la suite. Et si, les 2 tours, pardon. Et sur le 3, c'est juste Le Seigneur des Anneaux. Il n'y a pas marqué Le Retour du Roi, si ce n'est sur l'arrière. Et dans le tome 2, il y avait même une jolie carte de la Terre du Milieu où Vernon Maxwell habite par là. Voilà. Donc voilà, c'était l'édition originale, c'était des impressions de 1973, je crois, donc il y a plus de 52 ans, les premières éditions de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Bon, qu'on trouve encore, si vous aimez ça et que vous voulez un bel objet, on peut encore les trouver. J'avais trouvé ça chez un éditeur, j'avais payé ça une misère il y a fort longtemps, et voilà. Eh ben super, merci Pierre Armand pour toutes ces belles pièces. Elles sont très 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 belles, ces éditions toutes sobres comme ça, j'adore. Tu sens, c'est propre aux années 70 ce type de visuel, mais je trouve ça vraiment top. On espère que vous profitez du week-end et des playoffs autant que nous. S'il fait beau, profitez-en pour aller au soleil, faire un peu de sport avant que les matchs ne commencent ce soir. Nous, on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. En attendant, vous savez où nous trouver, sur Instagram, sur les réseaux, sur la chaîne Basket Session Reverse, que ce soit sur YouTube, les plateformes de streaming ou même sur Basket Session tout court. Et on vous dit à très vite. Ciao. Salut.